Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir présenter ces travaux ici. Donc en fait, il s'agit de travaux en collaboration avec Vincent Calvez, Grégoire Nadin et Emmanuel Grenier. Et en effet, je vais parler d'études de grande déviation pour des processus de saut en vitesse, donc qui sont en fait inspirés par des questions de biologie des populations. Je vais commencer par présenter dans une introduction le modèle que je vais étudier, ainsi que rappeler certains éléments qu'il faut avoir en tête pour comprendre la suite de mon exposé. Donc, prenons une population par exemple, de bactéries. Bon, c'est ce qui correspond les bactéries de type Escherichia coli décrivent très bien ce genre de processus. Et donc on considère des particules qui se déplacent en espace grâce à un mouvement balistique qui est le suivant. Donc les bactéries vont aller en ligne droite et vont aléatoirement changer de vitesse, ce qui va changer leur direction. Donc à un taux 1, disons, elles vont changer de vitesse et ça va atteindre la direction. Donc elles alternent deux phases, et l'alternance de ces deux phases les unes après les autres leur fait décrire ce genre de trajectoire balistique ici. Donc ça, c'est un processus de saut en vitesse, puisqu'à chaque fois que la bactérie change de direction, elle va choisir sa nouvelle vitesse au hasard. Donc, un moyen de décrire ce genre de processus, donc l'équation maîtresse de ce genre de processus, c'est une équation cinétique. Donc on a une partie de transport à une certaine vitesse v, donc qui correspond à la nage en ligne droite, puis ensuite une partie réorientation, donc qui est un processus de saut au sens où à chaque fois que la particule veut changer de direction, elle choisit sa nouvelle vitesse selon une densité que je fixe à l'avance, appelée m, donc il y a une densité de probabilité sans biais, de moyenne nulle, et de variance finie. Donc je considère aussi une population qui globalement peut se reproduire avec saturation. Donc à chaque fois que particules se reproduisent, l'enfant choisit sa nouvelle vitesse aléatoirement selon cette densité m, et on a une saturation par les ressources. On prend en compte une non-linéarité de type KPP. Donc ici, le coefficient R, c'est donc le taux de reproduction sur lequel je jouerai pas mal pendant cet exposé, puisque les comportements qualitatifs, selon que R est positif ou R est nul, sont différents. Donc F est la densité cinétique de particules, T est le temps, la position X ici est dans l'espace, Rn, et les vitesses admissibles, V, sont dans un ensemble grand V, donc ici je considère comme étant une boule, de rayon Vmax, où Vmax peut être fini ou infini, et ça jouera un très grand rôle dans la suite de mon exposé. Alors pour comprendre le comportement qualitatif de ce genre d'équation, on peut commencer par exemple par faire une limite d'échelle. Donc regardons le cas R égale 0, je fais une limite d'échelle macroscopique, donc comme m a une moyenne nulle et une variance finie, le changement d'échelle macroscopique naturel, c'est de faire un changement d'échelle parabolique. Juste une question de modélisation avant, donc on voit bien le caractère même un peu générique d'un type de modèle comme ceci. Si on pense aux bactéries, il n'y a pas de... mais d'une certaine manière, là on a un océan homogène et il n'y a rien d'autre. Oui, il n'y a pas de signaux extérieurs qui les font communiquer. C'est juste pour... tout à fait. Alors que je pense que pour les oui, pour les chémotaxis, il y a des choses... C'est vraiment une inspiration. Donc là, on va isoler... Voilà, c'est juste les particules ne communiquent pas, il n'y a pas de... En effet. Donc si on fait un changement d'échelle parabolique, on trouve donc dans le cas R égale 0 cette équation, et dans la limite epsilon tend vers 0, on peut montrer que alors, donc c'est connu depuis longtemps, F va converger vers une solution de la forme m fois ρ, où ρ satisfait l'équation de la chaleur. Donc quand R égale 0, c'est un processus diffusif, et macroscopiquement, ça ressemble à l'équation de la chaleur. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut étudier les grandes déviations pour mon équation cinétique de base, sachant que grosso modo, ça ressemble à l'équation de la chaleur. Est-ce qu'il y a une différence ou non? Alors, donc,
faudra avoir en tête pour la suite de mon exposé, donc ce qu'on trouve comme grande déviation pour l'équation de la chaleur elle-même, c'est-à-dire si on voulait le faire a priori juste sur la limite macroscopique. Donc dans ce cas-là, on regarde l'équation de la chaleur et on fait un changement d'échelle hyperbolique, donc pour regarder les gens qui sont allés très loin. Donc on obtient cette équation ici. Donc on peut se convaincre, soit en regardant la solution fondamentale de l'équation, ou en se disant qu'on cherche des solutions exponentielles, que la bonne façon d'étudier ça, c'est de faire la transformation de Hopf-Call suivante. Donc on va changer, au lieu d'étudier ρ, on va étudier U, qui est relié à ρ par cette formule. Ρ epsilon est exponentielle de moins U epsilon sur epsilon. Donc U epsilon va satisfaire, donc lorsqu'on la remplace à l'intérieur de cette équation de Hamilton-Jacobi avec une petite viscosité ici. Et donc, lorsque epsilon tend vers 0, U epsilon va converger vers une solution de viscosité de cette équation ici, de Hamilton-Jacobi, UT plus θ UX carré égale 0. Donc, ce qui va nous intéresser dans cet exposé, c'est de chercher à avoir un résultat similaire à ça pour l'équation cinétique directement, sans passer à la limite macroscopique, et donc, a fortiori, de comparer avec ce résultat ici, voir si c'est différent, si on a le même comportement, dans quelle situation, ou pas, etc. Alors, donc, dans le cas R positif, donc, maintenant j'ajoute la non-linéarité. Donc la limite macroscopique naturelle, c'est toujours à changer le temps et l'espace de manière parabolique. Et maintenant, il faut regarder une situation où en fait la réorientation compte beaucoup, beaucoup plus que la reproduction, de sorte qu'on a vraiment un mouvement très diffusif, donc on change R en R epsilon carré. Si on fait ça, donc, de la même façon que précédemment, on obtient à la limite macroscopique l'équation de Fischer-KPP. Donc cette équation ici, ρt plus égale θ rho xx plus r rho 1 moins rho, qui est une équation parabolique non linéaire dont on sait depuis 1937 donc par Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov et suivant que pour cette équation, il existe une vitesse minimale c étoile, donc, qui est explicite, qui est 2 racines de rθ, telle que pour toute vitesse plus grande que cette vitesse minimale, alors il existe des solutions en ondes progressives de cette équation, autrement dit, et de plus, pardon, si on part d'une donnée initiale à support compact, alors la solution se propage à vitesse c étoile. Autrement dit, pour cette équation, on s'attend à, enfin on sait qu'on a une propagation à vitesse finie avec une certaine vitesse. Alors pour ce... On a aussi une manière donc, qui sera plus proche de ce que je vais étudier dans cet exposé pour se convaincre de ça, c'est de regarder donc, ce qu'on appelle la limite de front raide, donc, qui est l'équivalent des grandes déviations, pour cette équation de Fischer-KPP. Donc je fais exactement le même chemin que tout à l'heure. Je change Tx de manière hyperbolique. Je vais tomber sur cette équation qui a maintenant un terme de contrainte ici. Et quand epsilon tend vers 0, U epsilon va converger cette fois-ci vers une solution de viscosité de cette équation d'Hamilton-Jacobi avec contrainte. Donc la contrainte étant ici. Et on sait donc, après ces travaux ici, que donc cela décrit la propagation à vitesse c étoile au sens où si on part d'une donnée initiale donc qui vaut 0 en 0 et plus l'infini ailleurs, alors la solution est de cette forme. Donc c'est la troncation à 0 de x carré sur 4 θt moins rt, de sorte que lorsqu'on regarde là où cette solution s'annule, on trouve effectivement propagation à vitesse minimale c étoile. C'est donc le lieu où la population est présente, c'est exactement l'endroit où la limite U vaut 0. Donc ça, c'est important à retenir pour la suite de mon exposé. Et donc, ce qu'on veut faire, donc de la même façon que pour R égale 0, on voulait étudier les grandes déviations pour l'équation cinétique, pour R positif, on veut cette fois-ci étudier donc, des phénomènes de propagation dans l'équation non linéaire. Donc, ce que je résume ici, donc, on veut étudier qualitativement, donc savoir s'il y a propagation ou non, ou quelles sont les grandes déviations, et quantitativement, donc savoir si on peut calculer la vitesse ou non, si on a propagation linéaire ou non, donc des grandes déviations ou des phénomènes de propagation dans ce genre d'équation cinétique non linéaire. Et évidemment, on va se poser la question, y a-t-il une différence avec les limites macroscopiques que j'ai présentées précédemment? Donc, je vais présenter des résultats en une dimension d'espace et de vitesse
En fait, il y a un certain nombre de choses que je vais pouvoir étendre à Rn, mais pour éviter de changer très régulièrement la dimension, ce n'est pas exactement mon plus gros problème ici, donc je dis une fois pour toutes que x est une variable dans R et v est un intervalle, d'accord? Potentiellement infini, mais c'est un intervalle. Ok, donc commençons par regarder les grandes déviations pour l'équation non linéaire, donc en faisant la même chose que pour le cas que j'ai présenté tout à l'heure. Donc je change t en t sur epsilon et x en x sur epsilon, donc je fais un changement d'échelle hyperbolique. Je laisse la vitesse v, d'accord? Donc qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens cette équation-là où epsilon est devant l'opérateur de transport. Cette fois-ci, R reste R, il n'est pas changé, et j'obtiens ça. Bon, donc de la même façon que dans l'introduction, donc ce qui est naturel à faire, c'est de faire une transformée de Hopcall. Donc au lieu d'étudier f epsilon, je vais étudier u epsilon, donc qui est relié à f par f epsilon égale exponentielle de moins u epsilon sur epsilon. J'obtiens une nouvelle équation, d'accord, qui a la dérivée en temps, la partie ici visqueuse et la contrainte. Et la question, c'est est-ce que je peux passer à la limite ou pas, d'accord? Et si oui, est-ce que ça fait une différence avec ce que j'obtenais tout à l'heure? Donc la réponse est oui, je peux passer à la limite. Donc le résultat est le suivant. Donc ce résultat dit la chose suivante. Si je suppose que les vitesses sont bornées, donc Vmax est strictement plus petit que plus l'infini, alors dès lors que je suppose que ma densité m ne s'annule pas, alors u epsilon va converger localement uniformément vers une certaine limite u, d'accord? Et cette limite ne dépend pas de v. Ok. Et cette limite U satisfait cette équation d'Hamilton-Jacobi avec contrainte, avec un Hamiltonien H, ici, qui est maintenant différent de ce que j'avais précédemment et que je peux calculer. Okay, je vais calculer de la façon suivante. J'ai une expression qui permet, donc, via une relation implicite, dès lors que je me donne P, je peux calculer H de P en résolvant cette relation de dispersion ici. D'accord ? Donc pour ce résultat, en fait, on va combiner des équations cinétiques et des solutions de viscosité. Donc je vais essayer de dire rapidement après comment. Donc il existait avant ça un résultat donc, qui utilise plutôt un point de vue lagrangien dans le cas de vitesse, dans le nombre fini de vitesses et dans le cas R égale 0 par une équipe italienne, Faginato et co-auteur. Et je mentionne aussi que si la densité M peut s'annuler, il peut se passer des choses, et ça a été traité ensuite par Kairi en 2016. Alors, je voudrais commenter deux choses. Donc, pourquoi est-ce que la solution 1 ne dépend pas de V à la limite, et comment obtenir l'hamiltonien limite. Alors, donc, admettons, laissons la technique à l'instant, admettons que je peux borner uniformément les dérivées temporelles et spatiales. Si je peux faire ça, on voit que donc, toutes ces choses-là sont bornées. Ça, c'est ρ epsilon, en fait, c'est borné aussi par 1. Donc, ce qui va me dire que cette intégrale ici doit rester bornée. Donc, si cette intégrale doit rester bornée, on voit bien que u epsilon de v moins u epsilon de v', v et v' sont quelconques, doit être négatif, parce que sinon, ceci va exploser. Donc ça nous dit, si pour tout v, v', u de v est plus petit que u de v', ça nous dit qu'en fait, u est constant en v. Donc c'est important d'avoir ça en tête, puisque dans la suite de mon exposé, il y aura des choses similaires, mais qui vont se passer différemment. Donc voilà le premier ingrédient. Pourquoi est-ce que la limite ne dépend pas de v? Maintenant, deuxième ingrédient, donc comment trouver l'hamiltonien? Donc maintenant que je sais que la limite ne dépend pas de v, je peux faire un ansatz au moins formel. Je vais écrire u epsilon, qui est u de t et de x, plus une perturbation d'ordre epsilon. En fait, donc pour ceux qui connaissent, ça va permettre ensuite, sur ce même schéma, de faire, pour le passage à la limite de viscosité, d'utiliser la méthode de la fonction test perturbée, donc sur le même modèle. Mais bon, disons que je reste formel ici. Je remplace ça dans mon équation. J'obtiens, en négligeant les termes d'ordre suivant, c'est epsilon carré, pardon, d'ordre suivant, j'obtiens cette équation, donc qui est 1 moins dt u0, excusez-moi, il y a une typo, 1 moins dt u, pardon, moins v dxu fois q, donc qui est ce nombre, enfin cette fonction ici, est égale à 1 plus r fois l'intégrale de m fois q. Donc ça, c'est quoi? En fait, c'est un problème spectral à résoudre, qui a donc par chance ici une solution
qui permet de ne pas calculer Q directement. Donc une fois que je me suis donné un certain dxu, je peux trouver h de dxu et donc dtu par cette formule. Donc ça ressemble beaucoup à de l'homogénéisation, en fait, où x serait une variable lente et v une variable rapide. Pour ceux qui... Alors, en fait, on peut écrire ça de manière plus générale, juste pour montrer les ingrédients essentiels, où on remplace donc, mon numérateur de tumbling m de v rho moins f par un opérateur p, donc qui aurait un principe de maximum. Donc vous aurez à la limite une équation limite donc, du type Hamilton-Jacobi de contrainte avec un certain Hamiltonien que l'on va trouver en résolvant un problème spectral dans la variable, de vitesse, et qui est le suivant, donc de type Krein-Rootman. Pour chaque vecteur p, il existe un unique h de p, qui est en fait une valeur propre, tel qu'il existe un unique vecteur q qui résout une équation, un problème spectral de ce type. Alors, la chose importante, c'est que l'hamiltonien que je trouve est en fait singulièrement différent de celui qu'on obtient pour l'équation de la chaleur directement, parce qu'en fait, il a la propriété suivante, son gradient, donc ici c'est dimension 1, mais son gradient en général, on peut prouver, est borné par la vitesse maximale de propagation. D'accord ? Donc ça fait une grosse différence avec ce que j'avais mentionné dans l'introduction, qui est que cet hamiltonien garde en mémoire le fait qu'il y a une vitesse finie de propagation au niveau cinétique. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si on relâche la contrainte sur la vitesse bornée? Il y a des divergences? Ah, ça, c'est les parties 2 et 3 de mon exposé. J'arrive. Voilà, donc sachant que si... il peut se faire que... Donc c'est là où va jouer la dimension, j'ai mentionné après. Il pourrait très bien se faire qu'en fait, il n'y ait pas de solution L1 à cette équation, mais des solutions avec des mesures. Et dans ce cas-là, ça a été traité ensuite par Kairi en 2016. Alors maintenant que j'ai cet hamiltonien, comme j'ai dit dans l'introduction, une fois qu'on avait cette équation, on peut étudier des propriétés de propagation, donc, que je vais mentionner ici. Donc il y avait un premier résultat, donc si on regarde l'existence ou non de solutions en ondes progressives, donc tout comme pour l'équation de KPP. Donc il y a un premier résultat donc, perturbatif, donc dû à Questite, Meyer-Schmeiser en 2012, qui dit la chose suivante: si le centre des vitesses est borné, si je prends une vitesse qui est plus grande que celle de KPP, si je perturbe un petit peu un front de KPP, alors je peux trouver une solution en ondes progressive à cette vitesse. D'accord ? Donc ce qu'on a fait, c'est étendre ce résultat, qui est aussi en lien avec évidemment ce que j'ai mentionné juste avant, qui est pour obtenir le résultat suivant. Si je suppose que l'ensemble des vitesses est borné, je suppose que la maxwellienne M est continue et positive, alors il existe une vitesse minimale C étoile, donc que je peux calculer, donc qui est infimum de H de P sur P, où H est l'hamiltonien que j'ai donné juste avant, tel qu'il existe une solution en ondes progressive pour toute vitesse plus grande que C étoile, sachant qu'ici C étoile n'est pas racine de 2 racine de Rθ, et c'est une vitesse purement qui vient du problème cinétique. Donc c'est une autre différence singulière avec la limite macroscopique. Donc maintenant que j'ai cette vitesse minimale, donc j'ai des propriétés de propagation donc à la Aronson-Weinberger qui sont que si je pars d'une solution initiale à support compact, à droite disons, alors en effet elle va se propager avec cette vitesse étoile, donc en particulier elle va se propager à vitesse finie. Donc ça c'est une première chose à retenir par rapport aux deux parties d'après de mon exposé, qui sont que si mes vitesses sont bornées, alors la propagation est à vitesse finie. Donc maintenant, j'ai dit qu'il y avait cette hypothèse de bornitude des vitesses. D'où vient cette hypothèse? Pourquoi? En fait, il suffit de regarder la relation à résoudre pour trouver le H, pour s'en convaincre au moins. Donc cette relation, c'était celle-ci. Donc à un certain P réel donné, je résous cette équation et je trouve H de P. Donc c'est une fonction implicite. Donc le fait est que je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc si je suppose... En fait, j'ai besoin que cette quantité à l'intérieur reste positive pour mon étude, et je vois que 1 plus h de p moins v', si p est un réel, ceci va s'annuler, et donc il y aura un pôle dans mon intégrale, et cette relation n'aura pas de solution. Quel que soit p, si v est r, je ne pourrai pas résoudre ça. Donc voilà d'où vient pour le moment cette contrainte. Alors, je mentionne juste le fait que a priori, le schéma de ce que j'ai dit avant va marcher pour n'importe quelle dimension. La seule différence, donc qui est en fait une assez grosse différence, étant que selon la dimension, cette intégrale cette fonction à l'intérieur peut être intégrable ou non, et donc ça peut changer l'histoire. Et donc ça a été traité aussi, étendu dans cet article, Kairi 2016.
Donc maintenant, comme la question m'a été posée, je vais évidemment regarder le cas des vitesses non bornées. Donc j'ai dit, pour le moment, je suis capable de dire que dès lors que les vitesses sont bornées, j'ai propagation à vitesse finie, j'ai un Hamiltonien qui me donne certaines propriétés, etc. etc. Que se passe-t-il lorsque les vitesses ne sont pas bornées? Bon. Donc, pour voir un petit peu ce que je dois faire comme changement d'échelle et ou comment étudier la chose, je commence par regarder le problème de Cauchy. Donc je regarde cette équation non linéaire, je prends V égale grand R tout entier, je pars d'une donnée initiale qui est compacte à droite, et j'observe comment elle se propage. Donc la question, quelle est la vitesse de propagation? Est-ce que c'est fini, infini? Qu'est-ce que c'est? Donc je commence par le faire numériquement. Donc je vais faire une approximation, je vais prendre ma maxwellienne M, je vais tronquer mon espace ma droite réelle de vitesse avec des troncations de plus en plus grandes, d'accord, et je vais observer ce qui se passe. Je sais que pour chacune des troncatures de mon domaine, j'ai propagation à vitesse finie, j'ai une vitesse minimale de propagation, d'accord, ça c'est la partie d'avant. Donc là, sur ce graphique, donc, chacune des courbes correspond à la vitesse de propagation d'un front qui part de cette donnée initiale compacte à droite, d'accord, et donc chacune des courbes correspond à une troncature différente, d'accord. Donc par exemple, la première courbe bleue en bas ici, ça correspond à la vitesse de propagation d'un front pour la troncature moins 1,1. Donc on voit bien que cette courbe stationne à une certaine vitesse, qui est le C étoile de la partie d'avant, d'accord, pour Vmax égale 1. De même pour la deuxième courbe, Vmax égale 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc., etc. D'accord. Donc qu'est-ce que j'observe sur cette simulation? Déjà, la chose suivante, il semble que la vitesse C étoile de Vmax, donc lorsque Vmax grandit, tend vers plus l'infini. D'accord. En fait, c'est presque linéaire, mais bon, ça, j'ai pas besoin de prouver ça. J'ai juste besoin de voir qu'effectivement, cette suite va tendre vers plus l'infini. D'accord. Et la deuxième chose importante, c'est que l'enveloppe de toutes ces courbes, donc qui pourrait correspondre à la vitesse instantanée d'un front avec une troncation, sans troncation, donc avec V tout entier, la vitesse de propagation ici est très proche de racine de t. Cette courbe ressemble beaucoup à racine de t, en fait. Donc si la vitesse est de l'ordre de racine de t, ça veut dire que la position, donc en intégrant, est de l'ordre de t puissance 3,5. Donc autrement dit qu'on a une propagation accélérée, on a une propagation accélérée à taux 3,5. Donc ça, c'est la conjecture. Maintenant, quels sont les résultats que l'on peut obtenir? Donc, supposons que M soit positif partout sur R. Donc, autrement dit, toutes les vitesses sont admissibles. Alors, premier résultat, effectivement, la propagation est accélérée. Dans quel sens? Pour toute vitesse positive, je vais plus vite que cette vitesse C. Donc, c'est forcément plus que linéaire. Donc pour prouver ça, en fait, il suffit de prouver rigoureusement que effectivement la suite des vitesses minimales tend vers plus l'infini, et ensuite de placer une sous-solution sous ma donnée initiale qui va forcément pousser ensuite ma solution à aller plus vite que cette vitesse. Et comme je peux rendre cette vitesse arbitrairement grande, ça me prouvera qu'effectivement je vais plus que linéairement. Bien, donc maintenant un résultat plus précis. Dans le cas d'une gaussienne, j'ai oublié effectivement de mentionner avant que ma simulation était dans le cas d'une gaussienne, donc le 3,5 étant fortement relié au fait que je choisis une gaussienne. Donc si je prends cette maxwellienne M, donc qui est une gaussienne, alors en effet, si je pars d'une donnée initiale compacte à droite, alors je vais effectivement me propager à une vitesse qui est, un taux qui est constante fois t puissance 3,5. D'accord. Donc, par une méthode de sur- et sous-solution, je peux trouver deux constantes C1 et C2, d'accord, telles que ma solution soit sandwichée entre deux choses qui vont l'une à C1 T3,5 et l'autre à C2 T3,5 avec deux constantes explicites. D'accord. En fait, donc la vraie constante est une constante qui est entre C1 et C2, et ça sera, j'en parlerai juste après. Bien. Donc je voudrais expliquer un peu avec les mains sur des graphiques comment se convaincre qu'effectivement on a cette propagation en T3,5. Alors admettons que je parte avec une donnée initiale qui est effectivement compacte à droite, donc gamma m de v à gauche. Gamma est une petite constante, il faut que je sois en dessous de ma donnée initiale. Je mets gamma m de v à gauche et 0 à droite. Donc je vais commencer par
faire la chose suivante. Je vais commencer par envoyer, donc par le transport, je vais envoyer des particules très loin devant. D'accord? Donc je vais envoyer, et de la manière suivante, on envoie un très petit nombre de particules, mais avec une très très grande vitesse, tout à l'avant. D'accord? Donc on a un moyen ici explicite de faire ça. D'accord? Donc ça envoie une certaine masse de particules. D'accord? Explicite, que je peux calculer. Donc dans cette branche ici, où les vitesses sont grandes, j'envoie une masse en bleu ici, mu1, d'accord, qui est donnée par une certaine formule, que je peux estimer. Donc si x est plus petit que t puissance 3,5, je sais que j'ai envoyé par ce premier processus une masse qui est au moins exponentielle moins 3,5 de x puissance 2 tiers. D'accord? Ça, c'est ce que j'ai envoyé par mon premier processus. Je commence par faire la dispersion. Ensuite, maintenant, il faut que je fasse le processus de saut, le tumbling. Donc là, je vais le faire maintenant. Je vais redistribuer la masse que j'ai envoyée, d'accord, par cette redistribution non locale en V. D'accord? Grâce à ça, j'obtiens dans la zone inférieure une certaine masse mu2. D'accord? Et en plus de la redistribuer, évidemment, je vais la faire grandir. Puisque j'ai transporté, maintenant il fallait que je redistribue et que je fasse grandir les gens. D'accord? De sorte que ça fera propager la densité. Maintenant, si je peux estimer mu2, bon, je passe les calculs, hein, mais je peux estimer mu2 de la façon suivante. Si dans la zone où x est plus petit qu'une certaine constante fois t puissance 3,5, alors mu2 est de l'ordre de donc exponentielle moins 3,5 de x puissance 2 tiers, donc je remplace ce x par t puissance 3,5, donc ça va être ceci est de l'ordre de t, fois le terme de croissance qui est en exponentielle rt. Donc on voit que si je choisis raisonnablement ma constante alpha, cette fonction ici va être de l'ordre de 1. Ce qui voudra dire que dans la zone, effectivement, mes particules sont arrivées jusqu'ici. Voilà. Donc ça, c'était pour convaincre comment on voit donc, cette propagation accélérée. Donc c'est surtout l'heuristique qui est un peu intéressante, qui est que, en fait, on envoie à l'avant, donc les petites, donc toutes les particules donc, qui correspondent aux grandes déviations, on envoie à l'avant un très très petit nombre de particules à très grande vitesse. Ensuite, elles se reproduisent et ça accélère le front. Donc quelques conclusions partielles. Donc, lorsque les vitesses sont bornées, donc on avait dit qu'on a une vitesse minimale de propagation, on a une propagation linéaire. Donc c'est qualitativement semblable à l'équation de Fischer-KPP, mais on avait des différences quantitatives sur les vitesses, sur les profils, etc. En revanche, dès lors que les vitesses ne sont pas bornées, là c'est en fait complètement inattendu au sens où on a une propagation accélérée. Je sais que pour une densité gaussienne, je me propage en t puissance 3,5, alors que la limite macroscopique est toujours KPP qui, elle, a une vitesse de propagation finie. Ça fait une différence notable, donc quelque chose qu'on perd complètement si on commence par faire la limite macroscopique. Bien, alors maintenant, dans la dernière partie de l'exposé, je voudrais montrer comment en fait, on peut essayer de trouver la constante attendue ici. D'accord? Donc ça, c'est en fait un produit de ce que je vais montrer maintenant, qui est comment faire un formalisme de grande déviation pour l'équation cinétique lorsque les vitesses ne sont pas bornées. Donc à la Hamilton-Jacobi. Bien, donc il faut évidemment que je trouve un bon scaling, une bonne échelle, puisque maintenant je sais qu'il se passe des choses un peu inattendues, au sens où j'ai vu que j'avais une propagation accélérée, donc les petites particules qui étaient à l'avant, en fait, ne correspondent pas à un scaling hyperbolique, finalement. Donc dans cette partie, je vais supposer maintenant, je vais me restreindre à M gaussienne. Et clairement, le scaling hyperbolique, si je veux étudier les grandes déviations, n'est pas pertinent. Donc le scaling à faire, c'est le suivant. Donc si t est changé comme epsilon, sachant que j'ai vu que j'avais une propagation en t puissance 3,5, le scaling malin à faire, c'est changer x en epsilon puissance 3,5. D'accord?
Donc là, je vous le donne d'une façon où on peut le comprendre avant par la partie précédente, mais si on ne voit pas ça, en fait, on peut s'en rendre compte directement en le cherchant sur l'équation. Bon, bref. Et maintenant, je vais devoir aussi faire un changement d'échelle en V. D'accord? Donc je change t, x et v en t sur epsilon, x sur epsilon puissance 3,5, et v', donc pour respecter l'homogénéité, va se changer en racine de epsilon. Donc si je fais ça, donc je vais considérer, comme ça va déjà être assez technique comme ça, je vais considérer juste le cas r égale 0, je regarde juste le formalisme de grande déviation, je reviendrai sur le cas non linéaire à la fin. Donc l'équation à résoudre est la suivante. Donc ça, ici maintenant que j'ai changé v en v sur racine de epsilon, vous voyez que donc le v carré sur 2 qui vient du m de v fois ρ, maintenant est dans l'exponentielle ici. D'accord ? Donc voilà l'équation à résoudre, dtu epsilon plus v dx epsilon égale 1 moins cette grosse intégrale. C'est cette équation-là que je veux comprendre à la limite epsilon tend vers 0. Donc je vais essayer de montrer au moins formellement comment obtenir un système limite. D'accord ? Donc admettons que je sois capable d'obtenir des bornes uniformes sur les dérivés ici. On voit que ceci étant borné, ça aussi, cette quantité-là doit rester bornée à la limite epsilon tend vers 0. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? De la même façon que j'avais dans mon introduction, ça veut dire que pour tout v et v', u epsilon de v moins epsilon de v' moins v carré sur 2 doit être négatif à la limite. D'accord ? Donc ça me donne une première équation. Sauf que cette fois-ci, j'ai maintenant le v carré sur 2. D'accord ? Donc tout ce que je peux dire, c'est qu'à la limite, j'aurai u qui est plus petit que le minimum de u par rapport à v, plus v carré sur 2. Ça ne me dit évidemment pas que u va être constante en v. D'accord ? Donc là, j'ai une contrainte non locale en v qui intervient. Donc ça, c'est le premier ingrédient important. J'ai cette nouvelle contrainte ici. Donc néanmoins, je peux voir, en regardant cette équation, que le minimum en v, pour chaque tx, est atteint à v égale 0. D'accord ? Maintenant, si je suis dans une zone sous contrainte, c'est-à-dire une zone où u est strictement plus petit que min de u plus v carré, alors on voit que cette partie-là, en fait, va tendre violemment vers 0. Autrement dit, dans la zone sans contrainte, u doit résoudre à la limite l'équation de transport libre. ut plus v dxu moins 1 égale 0. D'accord ? Donc ça me donne une première partie pour mon système limite, qui est le suivant. Max de transport libre, contrainte égale 0. Soit la contrainte est satisfaite, dans ce cas-là, bon, très bien, je ne sais pas à quoi faire. Soit elle est sous contrainte, et donc dans ce cas-là, j'ai l'équation de transport libre. Donc ça pose une question, est-ce que cette équation est bien posée ? En fait, non, puisque maintenant, dans mon équation, j'ai le min de u par rapport à v. D'accord ? Donc pour pouvoir comprendre cette équation, je vais être obligé de connaître un minimum les dynamiques du minimum de u par rapport à v. D'accord ? Sinon, je ne peux pas fermer d'équation sur u ou sur min de u juste avec ça. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment obtenir une information sur le min de u par rapport à v. Alors, en fait, pour qu'il y ait une dynamique, il va forcément falloir que, pour que le minimum varie, il va forcément falloir que j'ai un point de minimum de u par rapport à v qui soit dans une zone sous contrainte, où je sais que dans ce cas-là, je résous l'équation par un transport libre. D'accord ? Sinon, je suis bloqué. Donc, il va falloir observer la répartition des points de minimum. Bon, très bien. Comment obtenir l'information sur ça ? Alors, on part de l'heuristique suivante. Le minimum de u par rapport à v, en fait, ça encode la masse au point tx. D'accord ? Donc ça, on peut s'en rendre compte par une sorte de lemme de Laplace, qui est que cette quantité-là, donc si je regarde gros epsilon, donc c'est-à-dire l'intégrale de l'exponentielle de u epsilon sur epsilon, j'ai que, en fait, moins epsilon log de rho epsilon tend vers le minimum de u par rapport à v. D'accord ? On voit bien que quand epsilon tend vers 0, cette intégrale va se concentrer autour de là où u a son minimum. Okay ? Ça, c'est comme un lemme de Laplace. Donc, je vais me servir de ça pour décrire justement la dynamique de min de u.
Donc, comme ça encode la masse et que mon équation, lorsque R égale 0, conserve la masse, eh ben, je vais essayer de me servir de cette conservation de la masse pour trouver une équation limite sur min de U. Bien. Donc je regarde mon équation cette fois-ci initiale, qui était en f epsilon, et je vais essayer d'obtenir une équation sur min de U. Donc comment faire ça? Donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention où se trouvent les points de minimum de U par rapport à V. Donc je vais intégrer, c'est ce slide avec un petit peu de calcul, je vais intégrer mon équation sur une boule de centre 0 et de rayon delta, d'accord, en vitesse, pour retrouver justement une intégrale de ce type ici. Donc j'intègre mon équation, j'obtiens ça, d'accord, donc j'intègre la dérivée en temps, j'intègre le terme de transport et j'intègre le terme de réorientation. Maintenant, je fais apparaître donc exactement la quantité que je sais contrôler à la limite par mon lemme de Laplace, qui est moins epsilon log de l'intégrale. Et maintenant, je regarde ce que je peux en dire. Donc, en effet, ce terme-là va tendre, au moins formellement, vers min de U. Ce terme-là, en fait, va être sympathique. Je vais pouvoir le contrôler. Essentiellement le borner par une constante fois delta. Donc ça ne me pose pas de problème. Et maintenant, c'est le terme de tumbling que je regarde attentivement. Donc ça s'écrit 1 moins cette intégrale ici, donc qui est juste l'intégrale de la gaussienne, fois ρ epsilon sur l'intégrale de f epsilon dv', donc qui est une sous-partie du ρ epsilon complet. D'accord ? Donc si j'intègre sur une boule qui est plus petite que l'espace entier, cette quantité-là est plus grande que 1. D'accord ? Bien, donc dans ce cas-là, en fait, je vais pouvoir montrer que, quoi qu'il arrive, à la limite, la dérivée en temps du minimum de U sur cette boule est négative. D'accord ? Parce qu'en fait, cette quantité-là, lorsque epsilon tend vers 0, va tendre vers 0. D'accord ? Bien. Maintenant, comme je sais que le minimum de U est atteint en V égale 0, en fait, le minimum sur cette boule, c'est le minimum sur Rn. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai toujours que la dérivée en temps de min de U est négative. Maintenant, si mon minimum est atteint que en 0, c'est-à-dire si je n'ai pas ce deuxième point dans la zone sous contrainte qui fait bouger les choses, alors, en fait, j'intègre directement sur toute la boule. Et là, je vais obtenir directement à la limite que ceci vaut 0. Autrement dit, j'obtiens deux conditions qui sont, en général, la dérivée en temps de min de U est négative. Et si le minimum en vitesse n'est atteint que en 0, alors j'ai égalité. Voilà ce que je peux dire pour min de U. Donc, grâce à ça, quel est le genre de dynamique qu'on va observer? J'ai une partie saturée, donc, qui sature la contrainte. Soit le minimum est atteint que en 0, dans ce cas-là, ça s'arrête, et ça descend. La partie sous contrainte va descendre, mais le minimum total ne va pas bouger. En revanche, s'il y a un autre point de minimum, alors tout descend. Grâce à la dynamique de la partie sous contrainte. Ça, je n'ai pas dit explicitement comment varie min de U. J'ai juste dit de trouver une condition supplémentaire sur min de U. Et bien, en fait, il se trouve que, grâce à ça, j'ai un système bien posé. Donc, le système limite auquel je m'attends, c'est le suivant. Max, donc la première partie, max du transport, la contrainte égale 0, et les deux conditions sur le minimum. Donc ça, c'est un système Hamilton-Jacobi non local, puisqu'en fait, la fonction U dépend de V, et on a maintenant dans le système le minimum de U par rapport à la variable de vitesse. Donc c'est un système d'Hamilton-Jacobi non local. Donc quel sens donner à ce système? Donc il faut en fait introduire une nouvelle notion de sur- et sous-solution dédiée à ce système, qui n'est pas standard, disons. Et quand on a fait ça, en fait, on peut effectivement prouver qu'il y a un principe de comparaison pour ce système, et donc il y a effectivement unicité. Donc si on prend une sous- et une sur-solution de ce système dans le sens raisonnable, je ne veux pas en revenir sur ça, mais on sait le faire. Alors, si on suppose que ces sur- et sous-solutions sont de la forme v carré plus L infini, on sait étendre à des
des choses avec une croissance quadratique, mais disons que je reste là-dessus pour le moment, alors effectivement, une sous-solution est plus petite qu'une sur-solution. De plus, si on part d'une donnée initiale pour l'équation en epsilon qui est de la forme v carré sur 2 plus L infini, alors U epsilon converge effectivement vers U, qui est la solution unique de viscosité de ce système. Bon, donc ça, c'était un gros travail à faire au sens où la notion de sur-solution devait être redéfinie. Maintenant, quelles sont les propriétés qualitatives de ce système pour pouvoir comparer avec les équations données précédemment? Donc si je calcule, en fait, on est capable de calculer une sorte de solution fondamentale pour ce gros système, donc qui est partir de plus l'infini partout ailleurs que 0, x égale 0, v égale 0. Si je fais ça, je suis capable de calculer en fait, par une méthode itérative dont je ne vais pas parler ici, la valeur de min de U, donc, qui correspond à la masse, donc qui est ce que je dois comparer en fait, à ce que j'avais dit pour l'équation de la chaleur dans l'introduction. Le minimum de U a cette forme. Donc c'est une solution qui n'évolue pas, donc cette partie-là, en x puissance 2 tiers, pour x plus petit que t puissance 3,5, et une partie gaussienne pour lorsque x est plus grand que t puissance 3,5. Donc ça, c'est singulièrement différent, très très différent de ce qu'on obtient pour l'équation de la chaleur, où essentiellement, lorsqu'on prend ut plus θ ux carré égale 0, si on part d'une parabole, la parabole s'écrase en x2 sur t, et tout tend vers 0. Ici, le comportement qualitatif est très très différent. Alors pour finir, je veux juste mentionner ce qu'il faut faire lorsqu'on prend en compte la non-linéarité, donc lorsque R est strictement positif. Donc on a l'équation que j'avais tout à l'heure, lorsque R égale 0, mais maintenant je dois rajouter la contrainte R rho epsilon. Cette contrainte-là, elle est ici maintenant. Et du coup, lorsqu'on va passer à la limite, pour que cette intégrale n'explose pas, ça ajoute une contrainte non linéaire supplémentaire qui est que le minimum de U par rapport à V doit rester positif. Voilà, donc bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le système limite que l'on obtient est le suivant. Si le minimum est nul, alors U sature à V carré sur 2, donc je sais la calculer. Si le minimum est strictement positif, alors je considère le système linéarisé. Donc ça va me donner un système avec deux contraintes dont je sais prouver qu'il est effectivement bien posé. Donc un produit de l'obtention de ce système, c'est de pouvoir donner la constante exacte d'accélération que j'ai mentionnée dans la partie précédente. Alors, pour des raisons techniques qui sont que la solution fondamentale peut avoir que pour gérer les solutions fondamentales, on doit être capable en fait, de traiter des solutions qui ont des valeurs plus l'infini. Je reste dans un stade de conjecture pour ces derniers slides. Donc pour obtenir le taux d'accélération, je vais tronquer la solution fondamentale du système linéarisé à 0, selon la contrainte min de U égale 0, et regarder quelle est l'expansion de ce null set. Pour obtenir ça, donc je rappelle que la valeur du minimum pour le système linéarisé que j'ai calculé est le suivant lorsque R est positif. 3,5 de 1 plus R x puissance 2 tiers moins RT si x est plus petit que t puissance 3,5 fois quelque chose, et une partie gaussienne ensuite. Donc là où min de U vaut 0, c'est exactement là où ceci est égal à RT, d'accord ? Et donc on obtient directement la valeur de la constante de propagation devant le t puissance 3,5. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.